Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez mené plusieurs vies qui vous ont mené de la conquête spatiale à celle de l'audimat. Vous avez ainsi largement contribué à faire de la fiction française une réalité internationale. Bonjour Jean Lincheric. Bonjour. Alors, le grand public ne connaît que votre nom, puisqu'il apparaît au générique de fiction qui ont beaucoup de succès. Mais vous avez un parcours étonnant, et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours qui vous a mené à la production. Il y aura lundi une nouvelle fiction sur France 2 dont on va parler, qui s'appelle Héritage. Mais il y a aussi votre parcours à travers des dates clés. Donc on va le raconter aujourd'hui et on va découvrir des choses que le public ignore, d'accord ? Eh ben, vaste programme. Eh ben, première date, 18 mars 1965. Ce jour-là, un monsieur devient le roi de l'espace. Écoutez sa voix. Alexis Leonov, qui a fait les premiers pas de l'homme dans l'espace. Et vous en êtes le commentateur. Alors ça, je l'avais oublié. Ben oui, parce que au départ, j'ai fait des études. Je suis ingénieur de l'aéronautique. Oui, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, si bien que je voulais absolument devenir journaliste. J'ai jamais exercé ma profession d'ingénieur. Bon, et au sortir de l'école et après avoir fait mon service militaire dans l'armée de l'air, je suis rentré à France Inter. Oui. Et Jacqueline Baudrier, qui était la rédactrice en chef du journal Parler, m'a dit, mais avec les études que vous avez faites, que venez-vous faire chez nous? Aller à Sud Aviation, à la Snecman, en aviation, mais pas chez nous. Je lui ai dit, madame, on envoie beaucoup de gens dans l'espace en ce moment, et puis si je suis mauvais, vous me le direz, je m'en irai. Elle m'a pris, elle m'a gardé. Bah, il se trouve qu'à l'époque, effectivement, on a un peu oublié qu'Alexis Leonov est le premier à avoir marché dans l'espace. On appelait cette équipe les nageurs de l'espace. Et Brejnev a envoyé un mot tout de suite après cette performance. Votre exploit sert la paix et le progrès de l'humanité. Et le progrès aussi de la radio, car finalement, avant vous, les commentateurs scientifiques à la radio, il y avait eu Lucien Barnier sur Radio Luxembourg aux années 70, années 60, mais personne avant vous. Et vous êtes bien avant Michel Chevalet. C'est vrai, mais je ne faisais pas que ça. Hein. Oui, mais déjà, il y avait ça. Oui, il y avait ça, évidemment. C'était assez formidable. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas de journaliste qui commentait l'espace. Ça n'existait pas. C'était encore presque une figuration. Oui, mais écoutez, j'avais même un surnom à la radio, parce que Jacqueline Baudrier disait « Où est-ce qu'il est, Jean ?» Et tout le monde m'appelait Jeannot la fusée. Oui. Donc, voilà. Et à l'époque, vous pensiez que la conquête spatiale serait ce qu'elle est devenue, Jean Lincheric? Ah ben moi, j'en suis hyper convaincu et je vois ce qui se passe encore aujourd'hui, où c'est la conquête de l'espace et que la France a été la troisième puissance spatiale pendant longtemps. Et il faut qu'elle conserve cette pérennité, parce que c'est très important. Il se trouve qu'Alexis Leonov, on l'a un peu oublié, mais c'est lui qui a fait le premier séjour dans la capsule Apollo-Soyouz et qui l'a dirigé, qui était la première capsule américaine et russe. Et ensuite, il a, jusqu'à sa retraite en 91, formé les cosmonautes et les astronautes. Voilà. Donc, vous ne l'avez jamais rencontré? Ah ben jamais. Alors, il se trouve que l'aéronautique, à l'époque, c'était un métier prometteur, parce que la conquête spatiale, l'avion, tout ça, ça vous donnait un bel avenir. Mais ça ne vous intéressait pas, Jean Lincheric? Ça m'intéressait parce que moi, j'ai fait mes études avec sérieux, mais sans conviction. Voilà. Je dis la vérité, parce qu'à l'époque, quand vous n'étiez pas trop mauvais en maths, vos profs vous poussaient vers les maths. Donc, j'ai fait les grandes écoles... J'ai fait super-héros et puis je suis sorti diplômé. Puis à la fin, j'ai dit, mais je ferai jamais ce métier, je vais être journaliste. Parce que le journalisme vous intéressait depuis toujours. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, ça a été que quand j'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air à Creil, j'ai organisé des rencontres et j'ai fait venir des gens sur la base aérienne pour faire des conférences. Et j'ai fait venir Frédéric Potcher, qui était un grand chroniqueur judiciaire à l'époque, qui est venu sur la base aérienne pour faire un débat sur la justice et sur voilà. Et ça m'a créé un vrai déclic et j'ai vraiment eu envie de
de faire ce métier, alors que j'ai fait aucune étude pour devenir journaliste, mais pas du tout. Finalement, vos études d'ingénieur vous ont donné la rigueur du journaliste, peut-être. Ça m'a beaucoup aidé, exactement. Et surtout sur l'opiniâtreté, la recherche, l'envie, oui, absolument. Alors, il se trouve aussi que lorsque vous allez au service militaire, il y a l'Algérie. On aurait très bien pu vous envoyer en Algérie, vous y échappez, et vous allez presque ne rien faire à la base, à part vous occuper de ces activités, et à part lire au SS 117. Alors, je lisais pas au SS 117, et j'ai fait... moi, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Donc, voilà. Donc, je suis... Non, mais j'ai créé pas mal de choses sur la base aérienne, un club d'aéromodélisme, une pièce de théâtre, un journal qui s'appelait Les Staffettes. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, et ça aussi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. On vous a même ensuite, après le service militaire, demandé de faire des conférences sur le sujet, que vous avez refusé, Jean Dincheric. Mais ce journal, c'était quelque chose dont le colonel ne voulait pas au départ. C'était une aventure incroyable. Ah bah, il pensait que c'était complètement irréalisable. Et voilà. Et moi, j'ai réussi à faire un journal qui sortait tous les mois, que j'allais imprimer à l'Oise Matin à Compiègne, et qui était avec des articles qui venaient aussi bien. J'allais faire des interviews de Francis Blanche, et le colonel, il lui était réservé un petit encadré libre propos. Tout le reste, c'était des interviews, des papiers des uns, des autres, etc. Voilà. Et même des photos d'un de mes amis qui était photographe, qui faisait des photos. Voilà. Et c'était une innovation dans l'armée, parce qu'il y avait le journal TAM, Terre, oui, mais celui-là, c'était un journal militaire. Voilà. Mais dans l'armée, un appelé qui faisait un journal, c'était inattendu. Ah bah, c'était inattendu, si bien que quand j'ai été libéré de mes obligations militaires, on m'a demandé de rester. J'ai dit non, merci, je veux partir. Et on dit oui, mais il faut aller visiter d'autres bases aériennes pour leur montrer comment on fait un journal. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé à Solenzara, je suis allé à Dijon, mais voilà, ça s'est arrêté là. C'était une magnifique expérience, en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un journal pendant le service militaire? Philippe Bouvard l'avait fait pendant son service militaire bien avant, mais à part lui et vous, il n'y en a pas d'autres, Jean Dincheric. Non, moi, bon, on était, je sais plus, on était à peu près 600 ou 700 sur la base aérienne, et je me désolais d'avoir le foyer du soldat avec les appelés qui allaient boire une bibine au foyer du soldat et qui lisaient des romans photos. Et je dis, on va pas passer quand même des semaines et des mois à ça. Et donc, ça m'a donné l'idée, de faire un journal, de créer un ciné-club, de faire un certain nombre d'activités. Voilà. Et le colonel, il était submergé, si bien qu'un jour, il m'a dit, il faudrait quand même que vous vous mettiez dans la tête que nous sommes la base aérienne, la défense aérienne de Paris, et que si ça continue avec vous, mes avions, ils vont se couvrir de poussière, et je verrai les gars jouer au croquet sous les arbres. Ce qui ne s'est pas produit. Et il y a aussi quelqu'un que vous avez fait venir, qui a été une femme très importante, c'est Louise Weiss, Jean Dincheric. Exactement. Alors, Louise Weiss, qui est une Européenne extraordinaire et convaincue, je crois qu'elle a été la première présidente du Parlement européen. Elle était exploratrice et tout ça, et c'était une vieille dame indigne, un personnage absolument incroyable. Et elle est venue sur la base aérienne. Je l'ai fait venir pour faire une conférence sur la surpopulation en Chine. Donc, je dois vous avouer que bon, les appelés, tout ça, sont venus, pas beaucoup, mais il y en a. Ils n'étaient pas très intéressés, mais elle était courageuse parce qu'elle est venue. Elle avait déjà 80 ans, je crois. Hein. Elle est venue en 2 chevaux, je me souviens, et elle a fait cette conférence un soir. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Oui, mais je crois que le public s'est endormi, que personne ne s'en est rendu compte. Voilà, c'est un peu vrai. mais c'était le cas un jour à Deauville. Robert Manuel, grand comédien, donne une conférence sur Molière au Casino de Deauville. Il y a 8 personnes dans la salle, dont un qui s'endort au premier rang en permanence. Et à chaque fois, il s'avance vers lui et il hurle, ça le réveille, et l'autre se rendort aussitôt. Il y a des techniques terrible, comme ça. Ça, c'est terrible. Mais elle vous avait même proposé de devenir votre marraine. Oui, bon, comme il y avait une espèce d'habitude dans l'armée, les marraines de guerre et tout, elle avait, oui, voulu devenir ma marraine. Donc,
C'était sympathique, c'était gentil. Bon, puis en plus, c'était pas n'importe qui. Oui, alors en plus, Louise Weiss c'est une des premières féministes. Et il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'en 1933, elle fait un article dans un journal européen et elle dénonce la politique initiée par le nouveau chancelier allemand Hitler. Et elle dit, attention, il va nous menacer, il va nous créer de graves ennuis. Personne n'a fait attention à cet article en 1933. On a vu ce qui s'est passé ensuite. Absolument. Et moi, j'ai une anecdote avec Louise Weiss, c'est que pendant la guerre, son appartement a été... elle s'est réfugiée, etc., parce qu'on l'appelait la judéo-boche ou bolchevique, ou je sais pas quoi. Donc, elle avait un appartement avenue du président Wilson qui a été complètement vidé, etc. Et il se trouve que c'est la vie, le destin, et c'est absolument extraordinaire. Mon père a retrouvé qui était brocanteur, a retrouvé des livres qui ont appartenu à Louise Weiss. À Louise Weiss, avec son ex-libris, etc. Et un livre de Jean-Jacques Rousseau. Et je lui ai ramené ce livre, qui était le seul exemplaire restitué de sa bibliothèque. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quelqu'un aussi que vous avez fait venir, et ça c'est aussi étonnant sur la base de Creil, c'est Johnny Hallyday, Jean Ashrig. Ouais, c'est vrai aussi. Qu'est-ce que c'est Il est venu, il a chanté, puis il est parti. Il était militaire lui aussi. Oui, il était à l'époque militaire. On l'a libéré pour qu'il vienne chanter sur une base aérienne. C'était ses débuts à l'époque. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et il était déjà lumineux, rayonnant comme aujourd'hui. Peut-être pas à ce point-là, mais enfin très près des jeunes. C'était quelqu'un qui était considéré, oui, bien sûr. Et avoir Johnny Hallyday sur une base, c'était facile à l'époque. Il n'y avait pas qu'à... Non, il fallait avoir l'idée. Oui. Si personne ne l'a proposé, moi je l'ai proposé, il est venu, mais c'est tout. Et il y a eu Isabelle Aubray. Aussi. Alors vous êtes drôlement renseigné. J'ai fait venir effectivement Isabelle Aubray. Absolument. Et elle était magnifique avec je la vois encore avec sa robe longue et tout, chantant ses chansons. Mais vous savez, c'était formidable. Hein. Il y a tellement de garçons qui n'avaient pas accès, qui ont d'un seul coup rencontré des choses et qui ont eu un contact avec des gens ou des événements auxquels ils pensaient peut-être jamais n'avoir accès. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Oui, et finalement, ce que vous avez fait, d'autres l'ont fait depuis, mais personne n'y avait pensé avant vous, Jean Ashrig. Écoutez, moi, j'ai pas pensé être un pionnier ni rien du tout. J'ai voulu faire quelque chose parce que j'avais envie. Et puis, j'avais envie de partager, j'avais envie de faire connaître, j'avais envie de faire bouger. Voilà, ça a bougé, tant mieux. Oui, et il y a eu d'autres choses ensuite. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 11 mai 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Ashrig. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean Ashrig. Vous êtes producteur. Lundi soir, on verra sur France 2 Héritage, dont vous avez été le producteur délégué. Mais avant d'être... Les héritiers. Les héritiers, pas l'héritage, donc c'est les héritiers. Et on va parler aussi de votre parcours, parce qu'avant d'être producteur, vous avez fait beaucoup de choses. On a dit que vous aviez été journaliste scientifique, et puis il s'est passé autre chose. Le 11 mai 68, c'est le jour de la première grève dans l'histoire de la radio et de la télévision, et vous en êtes le témoin, et vous y participez. Oui, ça avait commencé à la radio, à France Inter. Et compte tenu des événements de ce qui se passait, les journalistes de France Inter et aussi ceux de la télévision, voilà, on voulait, quand on voyait que les radios périphériques comme Europe 1, etc., et ce qu'elle disait, etc., d'un seul coup, il fallait qu'on devienne une radio, voilà, pas la parole du gouvernement, qu'on soit une radio avec des courants de pensée différents, etc. Mais il fallait que tout ça explose. C'est-à-dire qu'il fallait que l'autorité de l'État sur la radio et la télévision s'arrête. Donc,
on a fait effectivement un mouvement, on s'est mis en grève. On s'est mis en grève tout en gardant l'antenne. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait tout autour de la maison de la radio, il y avait les gardes mobiles et les trucs, etc. Il y avait, et avec un certain nombre de confrères du journal, on faisait le journal. Et on vous passait les sandwichs par la fenêtre, je crois. Les sandwichs, oui, parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Oui. Donc, pour les ravitailler, il fallait, etc. Puis finalement, au bout d'un moment, bon, on reconnaissait plus les autorités, directeurs et rédacteurs en chef, etc., des radios et de la télé. Et donc, dans un grand mouvement entre nous, et avec, évidemment, les gens de la radio, de France Inter et de la télévision, il y avait aussi bien Thierry Roland, Maurice Sévenot, Claude Darget, Michel Drucker, etc. et tout. Bon, le truc, c'est que on a été 70 ou 80 à être virés. Voilà. Alors, il faut savoir que ça a commencé parce que la nuit du 10 mai, qui était importante de l'histoire du 68, n'a pas été évoquée à la radio parce qu'Alain Perfit, qui était ministre de l'Information, il faisait la pluie et le beau temps sur les sommaires des journaux radio et télévisés. C'est eux qui décidaient. C'est Ouais. pour ça qu'on a dit que, maintenant, ça suffit. Voilà. Et c'est là où l'ORTF a éclaté. Alors, il y a eu des manifestations. Je crois qu'il y a eu un jour une banderole, le 13 mai, où vous êtes réunis avec 2 manches à balai et une banderole. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fallu, la banderole, c'était les journalistes de France Inter solidaires dans le défilé du 13 mai. Et on était, presque toute la rédaction. Et puis, il fallait trouver les balais. Je les ai trouvés chez ma mère qui avait un magasin boulevard Saint-Martin, et j'ai trouvé les balais. On a mis c'était le défilé pour la République, donc on a fait notre banderole avec les balais. Et je me souviens que Jean-Claude Dacier a tenu un des balais et moi l'autre. Alors, il se trouve aussi que c'est un mouvement populaire, d'autant plus populaire que vos voix sont connues des auditeurs. Donc, dans la rue, les gens vous reconnaissent et vous soutiennent, Jean Nachric. Voilà, donc ça c'est vrai. On avait mobilisé l'opinion publique sur les problèmes de l'information, et ça c'était énorme, si bien que lorsqu'on a été licenciés, tous c'est toute une histoire. On se réunissait dans un local et on disait là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il était hors de question pour nous d'aller ailleurs. On était un peu les pestiférés. Oui, mais il y a eu d'autres événements aussi. Par exemple, Léon Zitrone, que l'on dit toujours proche du pouvoir, a même manifesté en votre faveur. Il a dit un jour en Assemblée Générale que des personnalités proches de Dieu le Père l'ont assuré de votre soutien. Et Darget, Claude Darget, son ennemi, qui ne croyait pas du tout à ce que disait Zitrone, a pris sa veste et l'a retournée. Voilà. C'était des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une telle manifestation de journalistes à la télévision ou à la radio. C'était énorme. C'était énorme. Et dans l'histoire de la radio, de l'histoire de la presse, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et le mouvement s'est continué à Grenoble, où d'ailleurs il y a eu un invité surprise. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Car vous êtes allé à Grenoble et Michel Fugain, qui débutait, est venu vous soutenir, je crois, Jean Nachric. C'est-à-dire que à l'ORTF, on nous envoyait dans toute la France, c'est-à-dire les journalistes, toujours accompagnés d'un chanteur ou d'une chanteuse, etc., ce qu'on appelait des galas-meetings. Et moi, je me suis retrouvé effectivement à Grenoble avec Michel Fugain et Jean-Pierre Elkabbach. Et donc, dans la salle, qui y avait au premier rang le député de l'Isère, Pierre Mendès-France. On n'était pas encore... là, on était sur le point, mais on n'était pas encore viré. Mais enfin, c'était éminent. C'était éminent. Voilà.
Mais ça a été un tel moment. D'ailleurs, Pierre Fugain, le père de Michel Fugain, était médecin à Vorep, à côté de Grenoble, et était aussi un des grands pontes de la gauche dans la région. Et il vous a soutenu aussi, et son fils a amplifié le mouvement. Alors donc, vous vous retrouvez au chômage, et vous décidez de créer un journal avec vos copains, et ça va être un événement, parce qu'il faut créer un journal, c'est pas n'importe quoi, il faut trouver un financement, et vous allez voir Jean Schrick, Edmond Rothschild. Alors ça, c'est aussi... je ne vais pas le voir comme ça. On était donc en réunion, l'ensemble des licenciés, et je dis vraiment avec des gens très connus de la télé, de la radio, on se retrouve là. Et je prends la parole à un moment donné, et je dis, bon, on ne va pas rester comme ça, arrêtons de pleurer sur nous, il faut qu'on montre ce qu'on est capable de faire. On a crié partout qu'on voulait faire une information complète, honnête, impartiale. Il faut qu'on le montre. Alors on me dit, mais attends Jean, mais attends. Je dis oui, il faut faire un journal. Mais un journal, il faut de l'argent. Mais qui, où, quoi, comment on va faire? On n'a rien, on n'a personne, on n'est pas Rothschild. C'est Maurice Sévenot qui me sert, on n'est pas Rothschild. Ah, je dis bon. Et j'ouvre mon carnet et je vois le numéro de téléphone, un numéro de téléphone. Et je m'en souviens encore. J'avais un téléphone à côté de moi, les téléphones en noir, là. En bakélite, oui. Bakélite. Je prends, je fais le numéro. Je décroche, et quelqu'un décroche, et je dis « Bonjour, pourrais-je parler à monsieur de Rothschild ?» C'est moi. Là, il était complètement perplexe, parce que je ne m'attendais pas à tomber sur lui. Et donc, voilà, je dis, écoutez, voilà, je suis avec mes amis journalistes licenciés de l'ORTF. On a l'idée d'un journal, est-ce qu'on peut venir vous en parler? Oui, vous pouvez venir. Est-ce que demain, etc. On n'avait absolument rien préparé, rien du tout. Donc, j'ai eu un sursis d'une semaine. J'ai raccroché. Et une semaine après, je suis allé le voir avec une idée de projet de journal. Cela dit, quand je suis arrivé, il m'a reçu avec beaucoup de sympathie et il m'a dit écoutez, moi j'ai lancé un journal qui s'appelle Continent, j'ai perdu beaucoup d'argent, moi ça m'intéresse pas. Néanmoins, vous êtes sympathique. Il m'a donné une enveloppe avec un chèque dedans. Le chèque, c'était... Il m'a amené jusqu'à l'ascenseur, j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait, bon, je sais pas, l'équivalent de 1000 euros, quoi. Je peux rien faire avec ça. Voilà. Eh ben, on s'est installé rue Chabanais, dans l'ancien grand bordel d'avant-guerre. Oui, un bordel qui était célèbre, que je crois que le soir de l'exposition de 1889, pour l'inauguration, sur les carnets des ministres qui avaient marqué visite au président du Sénat, ils étaient tous dans la maison close. Exactement. Ça, c'est l'histoire du Chabanais. Qui était la maison close la plus célèbre de Paris. Voilà, et j'avais trouvé un local, enfin une pièce sans fenêtre et très basse de plafond, où on était une douzaine à travailler sur le projet. J'ai fait venir les marchands de papier, imprimeurs, etc. Personne ne m'a demandé si on avait de l'argent. Personne. Donc, on a créé une société de production, enfin d'édition, dont j'ai été l'actionnaire principal à 98%, à mes risques et périls, vraiment. J'étais directeur de la rédaction, directeur de la publication et propriétaire du journal. Et le journal s'appelait Le Fait Public, et il a eu tout de suite un immense succès. Énorme. Ça a été... le premier numéro est tiré à 100 000 exemplaires. Il a été épuisé en 24 heures. Il a fallu refaire un... Voilà. Là, c'est toute une aventure. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire et unique. Et il y avait des signatures prestigieuses qui étaient très importantes. Il y avait aussi bien Jean-Paul Sartre que Jacques Chancel, que beaucoup d'autres. Tout le monde, même des dessinateurs, Sampé, Jean Eiffel, etc., qui ont fait des couvertures, c'était en quadrichromie, hein, la couverture était en quadrichromie. Ouais, c'était une aventure extraordinaire. Il y en a eu une autre, on va en parler à travers une autre date, le 24 février 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Schrick. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean Schrick. On parlera tout à l'heure des Héritiers, une fiction sur France 2 lundi soir. Mais le 24 février 1975, il y a eu une chose très importante dans votre carrière, Jean Schrick. Écoutez ce générique.
Au pied du mur, une émission avec Brigitte Bardot comme animatrice, ce qui a été un événement considérable. Exactement. C'était à l'époque où Marcel Julien était directeur général d'Antenne 2. Et moi, à l'époque, j'étais j'étais à Paris Match. Donc j'ai connu Brigitte et on est devenus très amis. Et je lui propose de faire une émission qui s'appelle Au pied du mur, où on faisait venir une personnalité, en tout cas le ministre, le responsable au plus haut niveau d'un problème, qui devait répondre « je fais » ou « je fais pas ». Et si je fais comme ça. Et si je fais pas, je le dis. Voilà. Donc, la première émission, c'était avec le ministre de l'Environnement de l'époque sur les animaux maltraités, le trafic des animaux, etc. Il s'appelait André Jarreau, je crois. Exactement. Où Brigitte a été formidable. Elle interpellait le ministre en disant « je comprends rien du tout à ce que vous racontez, soyez plus précis ». Voilà. Et moi, je connaissais le dossier par cœur et elle faisait un peu Madame Tout-le-Monde avec sa spontanéité, etc. Et ça a été un véritable triomphe, ça. Ah, mais c'est inimaginable. Bon, il n'y avait pas autant de chaînes qu'il y a maintenant, mais ça a été un véritable triomphe. Mais attendez, vous avez inventé quelque chose d'important, c'est que tous les débats qu'on voit aujourd'hui, finalement, ça vient de cette émission Au pied du mur avec Brigitte Bardot, Jean Linschrick. Ouais, enfin, il y a de ça aussi, c'est vrai, mais il fallait, voilà, la deuxième émission, c'était, alors là, c'était formidable, c'était avec sur les enfants qui étaient des recueillis temporaires, avec Simone Veil, qui était à l'époque ministre de la Santé et de la Solidarité. Bon, je dois dire que ces deux femmes se sont magnétisées l'une l'autre. J'ai jamais vu ça. C'était absolument extraordinaire, cette émission. Moi, j'existais plus. C'était clair que c'était toutes les deux. Moi, j'animais l'émission, mais ça a été formidable parce que Simone Veil a créé le Haut Conseil de l'adoption avec beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Mais ça a été une émission absolument extraordinaire. Moi, jamais on pouvait faire des scores pareils. On n'a pas pu continuer parce que le Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac, a dit que les décisions devaient se prendre au Conseil des ministres et non pas dans l'émission de M. Linschrick et de Mademoiselle Bardot. Donc voilà. Voilà, mais déjà convaincre Brigitte Bardot de faire une émission de télévision, c'était pas évident. C'était pas son rôle d'animatrice, Jean Linschrick. Non, mais bon, écoutez, elle y est allée. Alors moi, je dis chapeau parce que elle a été formidable. Elle se renseignait, etc. Il y a une chose qui l'intéressait, c'était les animaux. Ça, c'est clair. Bon, la deuxième, c'était déjà un peu plus compliqué. Elle en aurait pas fait 3. De toute façon, il aurait fallu. J'avais envisagé déjà de continuer avec d'autres personnes avec qui je pouvais animer l'émission. Oui. Oui, il se trouve que son combat pour les animaux, c'est à l'aube de cette action qu'elle continue à mener aujourd'hui. Il faut savoir que quand elle a tourné Colino Trouche Chemise, qui est son dernier film de Nina Companèse, un jour, elle aperçoit une fermière avec une chèvre. La fermière dit « je vais la manger dimanche ». Brigitte ne supporte pas, rachète la chèvre. Et c'est comme ça que son combat pour les animaux a débuté, je crois, Jean Linschrick. Elle a toujours aimé les animaux. Elle est toujours très, très... C'est vraiment vraiment sa vie. Ça, on peut pas lui reprocher. Elle a vraiment une passion et une affection pour les animaux. Elle aime pas les gens, donc voilà. Donc c'est ce qu'elle dit. Elle a dit un jour, je crois qu'elle vous l'a dit à vous, que s'il n'y avait pas eu les animaux, elle se serait foutue en l'air comme Marilyn Monroe. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Ça, c'est autre chose. En revanche, elle a arrêté le cinéma et grâce à vous, elle a failli quand même revenir au cinéma avec Belle du Seigneur. Jean Linschrick, racontez-moi ça. Alors ça, c'est une histoire. Un jour, je vais chez Brigitte et je lui dis, elle avait arrêté le cinéma. Effectivement, son dernier film, c'était Colino Trouche Chemise. Et moi, j'étais pas du tout dans le métier. J'étais à Match, j'étais journaliste et je lui dis, écoute, est-ce que il y a un film, si jamais tu devais faire un film encore, moi je pense
et tu ne l'as sûrement pas lu, c'est le livre d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Elle me dit, mais tu rigoles? Je l'ai lu. Et je trouve ça formidable. Alors là, je trouve ça, bon, épatant. Et je lui dis, bon, ben alors, le rôle d'Ariane. Elle m'a dit, ben oui, moi, si on me le propose demain, je le fais. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux, parce que c'était vraiment ça. C'est le livre de l'homme et de la femme, c'est le livre d'amour extraordinaire. Et 48 heures après, je suis chez Albert Cohen. Et je lui raconte cette histoire. Et donc, il me dit qu'il a cédé les droits Forever aux frères Hakim, qui étaient des grands producteurs à l'époque. Et puis, puis finalement, le projet s'est pas fait. Et puis voilà. Ça aurait pu être fabuleux d'avoir Brigitte Bardot dans ce film. J'en suis sûr. Alors, c'est aussi un déclic parce que Bardot vous a appris à connaître les comédiens et vous êtes devenu l'agent des comédiens grâce à un film qui s'appelle Haro, je crois, un film qui a eu un petit succès avec Laurent Mallet que vous avez découvert. Oui, ça a été une belle histoire. Bon, moi, j'avais arrêté le journalisme. Et puis à la mort de Jean Prouvost à Paris Match, moi, j'avais déjà fait de la radio, de la télé, donc je sais pas, j'aspirais à autre chose. Et puis un jour, une de mes amies avec qui je dîne, elle a son ami qui est là, qui est photographe, qui s'appelle Bernard Malisi. Et Bernard dit, écoute, je viens de faire un film avec des bouts de ficelle et des trombones qui va être... on vient de le terminer. Moi, est-ce que tu veux venir voir le film? Il y a une projection tel jour. Donc, je vois le film. C'est un film de Gilles Béat. Et je vois effectivement Valérie Mérès, Laurent Mallet, Nathalie Courval, Jean-Claude Bouillon dans le film. Et je trouve ce film vraiment, vraiment bien. Et je dis à Gilles Béat, le réalisateur, alors qu'est-ce que vous faites? On a fait ça entre nous, on a mis un peu d'argent, mais voilà, on ne sait pas comment faire. Il faut un distributeur pour sortir un film en salle. Je dis, ah bon, c'est quoi un distributeur? Moi, j'y connaissais rien du tout. Donc, finalement, je trouve un distributeur qui s'appelait Valoria Film, qui a sorti le film en salle. Et j'ai fait sélectionner le film à Cannes, La Perspective du cinéma. Et là, tous m'ont dit, Jean, est-ce que tu veux devenir notre agent? Mais c'est quoi un agent? Voilà, c'est ce que tu viens de faire, de t'occuper des comédiens, voilà. Donc, je suis devenu agent, et Cinéar est né à ce moment-là. Cinéar est votre société que vous avez créée. À l'époque, l'image de l'agent, on la connaissait peu. On la connaît aujourd'hui grâce à 10%, la série vedette de France 2. Mais c'est vrai que c'est un travail quotidien, non seulement de prospection, mais de nounou, parce que les artistes ont besoin d'être aimés, soutenus, Jean Achric. Alors, être aimé, ça va de soi, soutenu aussi, mais manager aussi. C'est-à-dire que être nounou, c'est pas mon truc. Moi, je voulais travailler avec eux et je dois dire, j'ai eu d'immenses satisfactions quand même pendant près de 14 ans avec des gens extraordinaires que j'adorais comme Annie Girardot, comme Michel Serrault, voilà, chez les réalisateurs comme Chabrol, comme... Oui, mais Serrault vous doit beaucoup, Jean Achric, car vous lui avez permis de changer son image d'humoriste, de comique, avec Garde à vue. Enfin, il me doit. C'est son talent. C'est pas... Il me doit rien. Oui, mais personne ne pensait à lui pour des rôles. C'est clair. C'est que quand... Garde à vue, c'était un bouquin américain... je me souviens que moi, je m'étais intéressé au livre. Je l'avais lu et je suis allé voir Mnouchkine, le producteur, en lui disant il faudrait faire ce film. Et Sania m'a dit oui, ça serait formidable. Avec qui j'ai dit oui, mais le rôle du notaire, c'est Michel Serrault. Et c'est parti comme ça. Et Michel, après, je lui ai dit bon, maintenant, voilà, après les Cages aux folles et tout ça, là, voilà, c'est ça. Et là, tu vas te retrouver avec Lino Ventura, avec Romy Schneider, Guy Marchand, exactement. Et ça a été voilà le succès. Mais moi, le talent de Michel, c'est énorme parce qu'il l'a prouvé après dans Mortelle Randonnée. Il a fait des, c'est des gars.
Et Carole Bouquet aussi vous doit sa carrière. Vous êtes le premier à l'avoir repéré. Attends, elle me doit rien. Oui, mais vous l'avez repéré quand même. C'est-à-dire que j'ai été son premier agent, elle avait 18 ans. Oui. Bon, et puis elle a joué une pièce de théâtre. Voilà, c'est tout. Puis après, bon, les hasards de la vie ont fait que, mais tout. Mais Carole, je l'ai retrouvée après en tant que producteur sur pas mal de films. Oui, elle a joué aussi dans un James Bond d'ailleurs, qui s'appelait Rien que pour vos yeux, après avoir refusé un premier James Bond parce qu'elle pensait que ce serait à vie son image. Ouais, mais j'étais pas son agent. Hein. Non. Et alors, quelqu'un aussi qui a beaucoup compté, que vous admiriez, c'était Annie Girardot, Jean Nachric. Ah oui, plus que ça. Plus que ça, parce que je considère, franchement aujourd'hui, que je considère Annie comme la plus grande comédienne française. Vraiment. Parce qu'elle avait un talent fou, en plus c'est une belle femme. Et c'était aussi bien dans la comédie, dans le drame, dans tout. Elle était, mais Annie, on la regardait, elle n'a même pas besoin de parler, elle vous faisait rire ou elle vous faisait pleurer, rien qu'en la regardant. Je vous assure, j'en tremble. J'adorais cette femme. Et malheureusement, elle a eu une idée totalement folle, c'est reprendre le Casino de Paris et jouer une revue qui a été une véritable catastrophe, revue et corrigée, avec Catherine Lara et Bob Decou. Et elle est tombée du jour au lendemain, avec de l'argent qu'elle a perdu et une notoriété qu'elle a perdue totalement. C'est la mauvaise rencontre. C'est-à-dire un moment où on vous écoute plus. Voilà. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est arrivé dans sa vie, qui a dit j'ai écrit... qui est un rien du tout, qui a écrit n'importe quoi. Elle, par amour, machin, elle a hypothéqué son appartement de la place des Vosges. Elle a produit le spectacle et ça a été une vraie catastrophe. Mais moi, j'ai souffert le martyre. J'ai tout fait pour l'en empêcher. Je n'y suis pas arrivé. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, il n'y a plus rien à faire. Si ça continue comme ça avec Annie, c'est moi qui vais y passer. Ça me prenait trop à cœur, je ne pouvais plus. Et finalement, elle a malheureusement perdu l'essentiel de sa carrière ensuite. Ouais. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 13 septembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean Nachric. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean Nachric, donc le producteur que vous êtes devenu et le producteur délégué de Les Héritiers, qu'on va voir lundi soir sur France 2 à 20h35. Une histoire d'aujourd'hui, puisque c'est un héritage pas comme les autres. Une présidente d'un cabinet de gestion très célèbre qui faisait la pluie et le beau temps disparaît et ses héritiers vont devoir reprendre le flambeau. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Elle n'est plus là, on ne sait pas pourquoi elle a disparu, on ne sait pas si elle est vivante ou pas, et elle les laisse se débrouiller seuls avec une affaire très lourde à régler, et aussi avec la concurrence qui essaye de leur piquer les clients, et ils sont obligés de se mobiliser tous les trois pour arriver à sortir et à gagner. Cela dit, ils ont aussi des problèmes personnels les uns et les autres. Moi, je trouve ça formidable. Ça n'est pas un policier traditionnel. Ça n'est pas des crimes en veux-tu, en voilà. C'est vraiment une histoire très forte, humaine. Bon, aussi avec des comédiens, des jeunes qui sont vraiment à découvrir, qui sont sensationnels, mais aussi avec des acteurs confirmés qui sont épatants. Voilà. Oui, alors effectivement, il y a un mélange de générations avec Pierre Perrier d'un côté, Hippolyte Girardot de l'autre. Ce sont deux générations, et contrairement à ce qu'on peut s'entendre, les générations de comédiens se complètent. Oh bah là, c'est formidable. Hein. Il y a une osmose extraordinaire. Il y a aussi Sophia Essaïdi qu'on a... Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse et en plus, elle a une générosité. En plus, elle est belle. Elle a une générosité extraordinaire. Moi, je l'adore. Et ce film, cet unitaire de 90 minutes, c'est le pilote d'une future série. C'est-à-dire qu'on a envie de continuer avec eux parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Voilà. Mais Sophia Essaïdi, justement, elle a débuté dans Star Academy. Personne n'imaginait qu'un jour, elle deviendrait comédienne dans des fictions de la télévision. Comme quoi. Oui. Les chemins du destin. Mais ça, encore faut-il trouver le talent.
Et ça, votre perception d'agent, votre passé d'agent vous aide peut-être à deviner tout cela, Jean Nachric. Oui, absolument. Alors, c'est une histoire d'aujourd'hui, qui est une fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets de fiction ont changé, ont évolué, Jean Nachric. Beaucoup, parce que là, on a des histoires, des fois, que dans la vie quotidienne et dans ce qu'on voit dans la presse ou les choses, les scandales, les trucs, etc. Il y a des choses qui sont le reflet de notre société dont on peut se saisir pour raconter des histoires. Bien sûr. Et les faits de société vous ont toujours passionné, et pas seulement parce que vous avez été journaliste. Toujours. On repère quelquefois en 2 lignes dans un journal la base d'une histoire, Jean Nachric. Ouais, mais même, regardez, j'ai fait un long métrage il y a quelques années qui s'appelle Le plus beau pays du monde. J'ai vu simplement 2 lignes dans un livre qui racontait l'histoire de Lambert, qui a été un acteur qui a été déporté, etc., après avoir joué Mermoz dans ce film. Et il a été déporté et il est mort à Buchenwald. On n'a jamais su pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc c'était 1 ligne et demie, j'en ai fait un film. Alors, la production, donc après avoir été agent, après avoir été journaliste et animateur avec Bardot, c'est venu avec un film qui s'appelait Je hais les acteurs. Un film célèbre, oui. dont personne ne voulait. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que j'étais agent. Donc un agent peut pas, c'est interdit, peut pas être producteur. Et Gérard Krawczyk, qui était chez moi, qui était un jeune réalisateur, à peine sorti de l'IDEC, oui. Voilà, et il me parle du bouquin de Benecht qui s'appelait Je hais les acteurs. Enfin, Benecht qui était un grand scénariste américain qui a écrit des grands. Voilà, il me dit voilà, je voudrais faire ça. Je lui dis mais attends. C'est une folie, on va essayer de trouver un producteur. Bon, je suis pas arrivé. Et il y a un moment, je me suis tellement emballé sur l'histoire, je me suis dit, puisque personne n'en veut, c'est moi qui vais le faire. Donc ça veut dire qu'il fallait que j'arrête d'être agent. Donc j'ai vendu mon agence. Je suis devenu producteur et j'ai créé Septembre Productions. Et je suis allé voir Alain Poiret à la Gaumont. Et je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut faire ce film ensemble? Parce que c'était quand même quelque chose de... voilà. Parce que on tourne en noir et blanc. Hollywood des années 40. Voilà. Avec des acteurs français qui parlent tous français. Bon. Et on a fait un film extraordinaire. Et il y avait presque tout le cinéma français dans le film. Il y avait un casting de fou. Voilà. C'était infaisable, vous l'avez fait. Et vous avez même eu droit, je crois, à un bizutage de Gérard Depardieu et Bernard Blier. Un soir où vous avez eu le malheur de laisser Bernard Blier commander les vins. Oh là là. Ouais, mais ça, c'est une provocation de Bernard. C'était un soir à l'hôtel. Il me dit, voilà, il choisit un vin qui coûte très cher, alors qu'il y avait quand même, il y avait beaucoup de monde à table. Non seulement ça, la soirée se continue, puis le lendemain, on tournait à Antibes. Il fallait absolument être à 8 heures sur le tournage, etc. Et moi, j'avais peur. Je disais, mais c'est pas possible, là, demain matin et tout. Et Bernard dit bon, montez tous, vous couchez. Non, vous regardez dans vos mini-bars et vous descendez et descendez avec les alcools que vous trouvez dans le mini-bar. Et il se retrouve pas avec Depardieu, avec Jean Poiret. Oh là. Et ils me font une provocation. Ils se mettent sur la promenade des Anglais, de l'autre côté de l'hôtel. Il y avait un abribus et ils se mettent tous les deux à me faire un striptease à 1h du matin, tous les deux debout là, dans le truc. Il y a 2 voitures qui sont passées, elles se sont rentrées dedans. Donc, l'accident, moi j'étais complètement affolé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Et le lendemain,
Ils étaient frais comme des gardons. Il n'y avait rien à dire. Voilà. Mais vous savez que Blier avait une spécialité quand il invitait des amis. Il prenait l'entrée dans un restaurant, il payait. Le plat dans un second restaurant, il payait. Il allait dans un troisième pour le dessert. C'était possible. C'était faisable. Alors, le métier de producteur donc, que vous avez exercé, c'est un métier à haut risque parce qu'on peut tout perdre en une journée, Jean Nachric. Bon. Mais alors? Oui. Mais on n'aborde pas les choses comme ça quand on le fait. On dit, bon, faut que ça va fonctionner. J'aime et tout, j'ai envie, il faut faire envie, on va y arriver. Je ne mets pas ça en équation. Et je pense que tous les producteurs que j'ai rencontrés, enfin, moi, je parle des grands que j'ai eu la chance de rencontrer, parce que c'est eux qui m'ont donné aussi envie d'être producteur. Hein. Tous ceux que j'ai côtoyés pendant 14 ans, et non des moindres, tous avec des profils complètement différents, mais ils avaient cette passion de ça. Mais tous, il leur est arrivé des choses. Ils ont perdu, ils sont repartis, et ça a marché, et c'était formidable et tout. Il y a quelque chose de... Un producteur, c'est un fédérateur de talent. Faut qu'il ait du talent, mais il faut qu'il sache aussi réunir autour de lui que des gens de talent. C'est-à-dire aussi bien sur l'écriture, la réalisation, puis les comédiens, évidemment, les techniciens. Surtout. Alors, il y a aussi une chose, c'est que pendant des années, la fiction, c'était le cinéma, et vous avez été le pionnier des producteurs qui a permis à la fiction d'arriver à la télévision, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu banal pour des grands acteurs de tourner pour la télévision, Jean Nachric. Ouais, bah, ça s'est fait... Ça s'est fait sans heurts, hein, ça s'est fait naturellement, voilà, c'est tout. Oui, mais il fallait convaincre les comédiens qui n'étaient pas au départ persuadés que la télévision serait... C'est vrai, mais au départ, j'avais fait la grande collection. La grande collection, c'était de nouvelles adaptations de romans qui avaient déjà inspiré le cinéma. C'était pas des remakes. Donc, quand j'allais voir des comédiens, entre guillemets, importants de cinéma... C'était là-dessus qui se fixait. Ça a déjà existé au cinéma. Donc, voilà, refaire Senso ou refaire Léon Morin prêtre, ou, etc. J'en ai fait 25 comme ça. Donc, j'ai eu les comédiens. Le premier, c'était Les Disparus de Saint-Agile. Et on a oublié qu'il y a quelqu'un de très célèbre qui a débuté dans ce film, la première version. Un jour, tu verras, l'on se rencontrera. Carmouloudji a débuté dans Les Disparus de Saint-Agile comme comédien. Oui. Et à l'époque, il a créé une telle pagaille avec ses copains que Christian Jacques a failli arrêter le tournage tellement ces jeunes étaient fous et faisaient n'importe quoi pour s'amuser. Alors que vous avez plutôt la rigueur. C'était bien, oui. Alors, vous avez ensuite fait tout ce qui est possible et imaginable, vous avez démontré qu'à la télévision, il y a les séries policières, mais il peut aussi y avoir des pièces de théâtre adaptées comme Madame sans gêne ou des mini-séries. Tout est possible, et ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant Jean Nachric. Tout à fait. Et c'est un avenir pour la télévision, beaucoup plus que pour le cinéma. Mais bien sûr. Et alors, vous avez aussi permis à Jean-Yann de tourner son dernier rôle dans Les Thibauts, je crois. Alors là, c'était... Voilà. Il jouait le père... Et il était vraiment extraordinaire. Et moi, je me souviens de la scène, de la scène où il va mourir, où il appelle ses deux fils auprès de lui. Et je vous assure qu'à ce moment-là, on était tous paralysés sur le tournage, tout le monde. Il y avait quelque chose de terrifiant et quelques temps après, il a disparu. Et je vous assure, ça a été... incroyable. Mais Jean-Yann, justement, on l'a toujours pris pour un humoriste forcené, alors que c'était un grand acteur, Jean Nachric. Il a tourné avec Chabrol, il a fait des films formidables avec des personnages, etc. Bien sûr que c'était un grand acteur. Et puis il y a Michel Drucker aussi qui vous doit quelque chose, parce que vous avez eu le bonheur d'adapter sa vie à la télévision, ce qui était un événement aussi, Jean Nachric. Parce qu'il faut dire une chose, moi j'étais très ami avec son frère, avec Jean. Jean Drucker, oui, qui a été président de M6 à l'époque. Il a été le fondateur, et puis il a été un ancien directeur de d'Antenne 2. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc on était, je dirais, presque deux frères aussi, Jean et moi. Et donc, je me suis toujours intéressé à eux, à leur famille, à ce qu'ils sont, si bien que quand Michel a sorti son livre, etc., je me suis évidemment précipité et je lui ai proposé, je dis écoute, je vais le faire. Voilà, et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur, etc. Oui, absolument.
Alors, l'avenir de la télévision aujourd'hui, on voit les plateformes, des tas de séries, beaucoup de séries policières. Est-ce que tout est ouvert? Est-ce que tout est possible pour vous, Jean Linchrick, pour l'avenir des fictions? Moi, je crois que oui. Il n'y a pas de. Je veux dire, tout est ouvert dans des genres absolument différents, etc. J'y crois, la preuve dans ce qu'on voit, quoi. Là, il y a une grosse concurrence entre elles, même les plateformes. Et c'est pour ça que quand je parle du service public, il faut aussi que le service public s'immisce, avance dans cette voie. Et aussi à travailler aussi avec les plateformes sur des projets qui sont très, très onéreux. Voilà. Et ça, vous avez quelques idées parce que vous n'allez pas arrêter comme ça. Maintenant, vous êtes. Comment vous voulez que j'arrête? Là, je suis en tournage depuis aujourd'hui. D'ailleurs, je fais un film avec Dominique Besnéard pour Miu Miu. On est la vedette. Au mois d'octobre, on commence la 2e saison de HPI. Et après, j'ai un autre film que je tourne en Bretagne. Donc, voilà. Puis il y a beaucoup de choses. Oui. Et en attendant, lundi soir, on regardera sur France 2 à 20h35 Les Héritiers, un film que vous avez produit. Merci Jean Linchrick, en tout cas, d'avoir raconté votre vie comme ça. Avec plaisir. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.